Bonjour. Alors, je suis Cécile Freid-Foucault. Je suis designeuse chez Octo. J'ai un chat qui s'appelle Pixel. Je publie beaucoup de photos de mon chat sur Twitter, donc vous pouvez me suivre avec ce handle-là. Et moi, j'ai une passion dans la vie, ce sont les design systems, aussi l'accessibilité. Et du coup, j'ai aussi créé un podcast il n'y a pas très longtemps là-dessus, Expérience Design System, expérience avec un S. Et je disais que moi, j'ai une passion, ce sont les design systems, et ça tombe bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était en début 2017, j'étais dans une société et un jour, je suis arrivée et j'ai dit « on va faire un design system ». Ça, c'était à peu près ma réaction à ce moment-là. J'étais super heureuse, on va faire un design system, ça va être trop bien, vous allez voir. 4 jours plus tard, voilà, je me suis littéralement rétamée, cassé la figure. Et ça a été un échec. Bon, super, on va faire un design system, a duré, on va dire, 4 jours, puis un échec. Et aujourd'hui, en fait, je vous expliquais pourquoi ça a été un échec, comment je me suis plantée, et également comment vous pouvez faire pour moins vous planter. Parce que vous allez vous planter dans tous les cas. On se plante toujours quand on teste des choses. Mais du coup, qu'est-ce que vous pourriez éviter? Et dans les mêmes écueils que moi. Reprenons depuis le début. Déjà, quand on parle d'un design system, on parle de quoi? Moi, j'ai du coup une question à vous poser. Quel est le design system qu'on utilise beaucoup et que tout le monde connaît? Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment? Hein? Alors, il y a Bootstrap, mais je pensais à autre chose. Voilà, matériel. Material Design, c'est un design system, c'est le design system de Google. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Ah ouais, quand même. Du coup, en fait, quand vous regardez, par exemple, les applications de Google, sont basées sur le design system du coup, de matériel. Donc, c'est le design de matériel. Et comme c'est quelque chose qui est open source, etc., beaucoup d'entreprises utilisent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise le design system d'une société, donc on va utiliser les composants, etc., on utilise également toute la marque qui est autour. Donc si vous utilisez, par exemple, matériel sur vos projets, ce qui peut être très bien, j'ai dans l'absolu rien contre ça, il faut savoir que vous mettez aussi la marque de Google sur vos projets. Ça, c'est petit warning. Est-ce qu'on a envie d'avoir Google sur tous nos projets? Je vous laisse juger. Sinon, pour expliquer un peu différemment ce que c'est un design system, moi, quand je parle de design system, j'aime beaucoup parler de poisson. Pour la petite histoire, il y a pile 3 ans, j'étais venue pour faire Devox et j'avais également parlé de design system et on avait surtout parlé de poisson. Alors, pourquoi de poisson? Et plus exactement, de barrières de corail. Un design system, ce que c'est un écosystème. C'est des éléments qui vivent les uns avec les autres en harmonie, comme des poissons. Donc, dans votre design system, vous allez avoir des composants, des poissons, des coraux, des tortues, des crevettes, des langoustes, tout un tas de choses. Sur ces différents éléments, vous allez avoir des éléments de style, donc des écailles, de la couleur, de la texture, de la typographie, des couleurs, des espacements, etc. Pour que ces différents éléments vivent correctement avec les uns ensemble, on va avoir des éléments qui vont permettre qu'ils cohabitent. On va avoir des courants, de la température, la luminosité, le pH, l'acidité de l'eau. Et tout ça va faire que ça fonctionne les uns avec les autres. On a des principes de gouvernance. Et en fait, vous allez prendre tous les éléments de ma magnifique photo, et les mettre dans un autre coin du monde, et vous allez avoir, en réutilisant les mêmes éléments, une deuxième barrière de corail. Et comme vous allez réutiliser comme un produit vos éléments de votre produit A sur votre produit B, et vous aurez un deuxième produit. Et là, en fait, l'objectif un petit peu de ce talk, c'est de vous expliquer un peu comment vous pouvez faire un design system. Assez simplement, les petites par étapes. La première étape, quand vous vous lancez, c'est de convaincre, comme finalement pour n'importe quel projet. Déjà, ce qu'il faut toujours faire, c'est ne partez jamais seul. Embarquez les gens avec lesquels vous travaillez, embarquez votre équipe, que ce soit des designers, des développeurs, des PO, souvent des chefs de projet, ça dépend de votre équipe. Mais embarquez vraiment les gens. Soyez très, très pédagogue. Présentez des exemples de design system.
Vous pouvez présenter matériel. L'avantage, c'est qu'il y a une très grosse communauté. À peu près toutes les grosses entreprises et même des petites et moyennes ont des design systems, les publient, donc il y a beaucoup de ressources. Partager de la documentation, des articles, des talks, comme par exemple aujourd'hui, je vous en parle, mais pareil, il y a également une grosse communauté. Il y a notamment France, on a Design System France qui publie beaucoup de choses. Et participer à des événements sur le sujet. Surtout, et également, ce qu'on attend des fois un petit peu oublié, c'est la transparence. Quand on fait un projet, soyez toujours très transparent. Expliquez quels sont les avantages et les inconvénients de se lancer là-dedans. Parce que vous allez voir, on va faire un nouveau produit en parallèle de nos produits. Du coup, il faut bien préciser la charge de travail et l'implication que ça va demander. Parce que du coup, quand on fait quelque chose de nouveau, en plus, ça peut avoir un impact sur le temps qu'on a pour développer des fonctionnalités, et donc l'impact plus largement sur l'organisation de votre équipe, voire de votre entreprise. Et en fait, c'est vraiment un truc à vraiment prendre en compte, c'est très très important. Un design system, c'est pas juste faire des maquettes, bon, juste avec beaucoup de guillemets, ou faire une librairie de composants. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc ça prend du temps. Deuxième chose très importante, comme quand on fait n'importe quelle nouvelle chose, il faut se demander pourquoi on va faire un design system, du coup finalement à quoi ça sert. Ce que ça va permettre. Un design system, ça va déjà permettre de limiter le bus factor. Alors le bus factor, qu'est-ce que c'est? En gros, ça veut dire que vous pouvez sortir de votre bureau et vous faire écraser par un bus. Voilà. Bon, sans parler de se faire écraser par un bus, vous avez le droit de partir en vacances, d'être malade, de démissionner, de ne pas avoir le temps. Il y a plein de raisons qui font que vous partez, que vous ne pouvez pas être là, que vous devez partir. Et ce qu'il faut, c'est que votre savoir à vous, sauf si vous voulez vous rendre totalement indispensable et faire du chantage à votre entreprise, ne doit pas partir avec vous. Il faut le transmettre. Donc, un système, on a beaucoup de documentation, ça permet du coup de transmettre ce savoir. Ça va permettre aussi de tester, que ce soit des tests techniques, parce que vous allez tester au niveau de vos composants, mais également tester d'un point de vue utilisabilité, d'un point de vue ergonomique. Ça va vous permettre aussi de gérer l'accessibilité dès le tout petit niveau, parce qu'on va parler beaucoup d'atomique, donc vous allez gérer l'accessibilité au niveau de vos styles, de vos composants, et du coup, plus largement, au niveau de votre produit. Ce que ça va aussi apporter, c'est de la maintenabilité, parce que vous allez créer un élément que vous allez réutiliser partout, donc vous n'avez plus besoin de le modifier aux 250 endroits. Et donc c'est plus facile aussi de maintenir quand vous avez plusieurs produits différents. Et du coup, de l'homogénéité, parce qu'en fait, votre bouton, vous l'aurez en théorie le même partout, et plus 16 différents sur vos 32 boutons. Et enfin, du coup, de la scalabilité, parce que vous allez avoir finalement votre librairie de composants va être un peu prête, donc vous pouvez plus facilement faire de nouvelles fonctionnalités, et également en termes de documentation et d'éléments directeurs. Donc c'est plus facile de grossir. Et en fait, ça a été ma première erreur. Du coup, c'était en 2017. En fait, j'ai été très solitaire. Je n'ai pas fait du tout preuve de pédagogie. Je suis arrivée, on va faire un design system. Ça ne marche pas d'imposer quelque chose comme ça à une équipe. Et j'ai commencé surtout pour les mauvaises raisons. Parce qu'en fait, j'avais lu un article et je m'étais dit « Ah, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça ». Et en fait, non. En fait, ça ne marche pas. Du coup, je voulais juste me faire à moi un kiff technique. Et plutôt que de me faire un POC le soir chez moi, en fait, j'ai décidé de faire ça au niveau du projet. Donc, c'est pour ça aussi notamment que ça a échoué. Et aussi, ce qui, du coup, on parle de convaincre. Alors, convaincre, on convainc en amont, avant de faire les choses. On convainc les gens, mais aussi, on va convaincre en faisant. Montrer, vous allez commencer à mettre en place les pièces de vos design systems. Et en théorie, vous êtes censé un peu convaincre parce que vous allez avoir un effet de un peu peut-être waouh. Parce que vous créez de l'homogénéité, par exemple, sur votre produit qui était totalement inhomogène. Je ne sais pas si c'est très français, inhomogène. Pour cette présentation, je vais vous parler un petit peu du projet sur lequel je travaille aujourd'hui pour montrer 2-3 exemples de ce qu'on a mis en place. Alors moi, je suis en mission chez Betagouv et pour un projet qui s'appelle le contrat d'engagement jeune, l'application du contrat d'engagement jeune. Alors c'est un nom assez barbare à rallonge. Et en fait, on fait une application qui est à destination des jeunes d'entre 16 et 25 ans qui ne sont ni en formation et ni en emploi. Et on travaille avec une application à destination des conseillères, parce que ce sont essentiellement des conseillères, Pôle emploi et mission locale, afin de créer un lien entre du coup, ces jeunes et leurs conseillers, recréer et les accompagner dans leur projet.
pour les renvoyer vers l'emploi. Donc c'est un projet qui a du sens, que je suis très fière de vous présenter aujourd'hui. Et du coup, on fait un design system. Donc, deuxième étape, vous allez faire un état des lieux de votre existant. Déjà, qui sont vos utilisateurs? On va avoir 2 niveaux d'utilisateurs, ce qu'on appelle déjà les utilisateurs directs. Tout simplement, premièrement, votre équipe. Donc les développeurs, les designers, PO, etc. Donc c'est ceux qui vont vraiment créer et ceux qui vont être utilisateurs primaires, vraiment. Après, vous allez avoir également d'autres personnes, les personnes par exemple de la communication, du marketing, des testeurs, d'autres personnes en fait qui vont utiliser, alors peut-être pas la librairie de composants telle qu'elle, mais en tout cas des éléments de votre design system. Et surtout, on va avoir les utilisateurs indirects. Et ce sont les utilisateurs finaux, les gens qui utilisent nos produits. Et c'est vraiment, même s'ils ne vont pas se servir de vos design systems tels quels, c'est toujours pour eux qu'on fait. C'est toujours pour eux qu'on fait de la qualité, qu'on fait que ça soit maintenable. Et il faut vraiment toujours les garder en tête et se dire, est-ce que ce qu'on fait est utile à eux in fine? À partir de ça, vous allez pouvoir identifier votre équipe cœur, qui va être l'équipe qui va créer, qui va faire évoluer, faire vivre vos design systems. Alors, il faut un minimum 2 personnes, un designer et un développeur, à minima. Et là, en fait, du coup, je vous présente un peu notre équipe du design system. Alors, comme on a expliqué un peu, on a 2 produits. Donc, on a des développeurs mobiles, donc 2 qui sont dans l'équipe, développeurs web, une product owner, qui n'est pas product owner du projet, mais elle est product owner sur un des produits. Du coup, ça l'intéressait de bosser avec ça là-dessus. Et du coup, nous sommes 3, bientôt 2 designers. Au milieu, c'est mon chat, Pixel. Et du coup, ce qui est aussi très important quand vous créez un design system, c'est que vous n'allez pas partir d'une page blanche. Vous avez d'abord une base de produits. C'est vraiment, on fait le produit, un début de produit, puis on commence à faire le design system. Du coup, quels sont votre produit? Alors nous, on en a 2. On a une application native plutôt orientée jeune B2C et du coup, une web app métier. L'application jeune, donc on a iOS, Android, et la web app, on a 2 types d'utilisateurs, parce qu'on a les missions locales et les Pôle emploi. Donc même si c'est la même application, on a quand même des différences. Donc on a vraiment ces 2 outils qui ont chacun un petit peu des librairies. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui. À partir de ça, en fait, une fois que vous savez à peu près vos produits, vous choisissez une stratégie. Donc nous, on va partir plus sur la première, déjà bosser sur l'application web app, parce que c'est celle où on a le plus de dettes techniques finalement. Donc ce que vous allez faire, ça va être de mettre tout à plat. Vous allez faire des captures d'écran. C'est assez bête et méchant, vous allez voir. Faire des captures d'écran de vos différents écrans, parcours, etc. Toujours tout sur le même environnement. Par exemple, si vous faites tout sur la prod, faites tout sur la prod. Si vous faites tout sur staging, faites tout sur staging. Des différents devices, si vous en avez. Par contre, si par exemple le mobile est totalement cassé, vous pouvez montrer que c'est cassé, mais ça ne sert à rien de prendre trop de temps à faire ça. Et surtout, si vous n'avez pas tous, pas de panique. Si vous n'avez pas la fonctionnalité qu'on trouve au fin fond d'un tunnel où personne ne va jamais, vous pouvez peut-être même vous poser la question de l'intérêt de cette fonctionnalité et de faire du ménage par le vide. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision globale sur ce que vous avez, vraiment votre état des lieux. Et suite à ça, vous allez remplir ce que j'appelle un tableau d'identification. Donc vous allez partir de vous allez voir toutes vos captures d'écran. Chacun de vos éléments, vous allez pouvoir définir est-ce qu'on est sur un composant fonctionnel, donc un composant comme on l'entend, ou quelque chose qui est plus sémantique, de l'ordre du style, ce qui va donner du sens. La famille dans laquelle il se retrouve. On va parler de boutons, on va parler d'input, on va parler de navigation. Lui donner un nom qui n'est non définitif, pour qu'on puisse l'identifier. Les différents états que vous avez dans l'application. Ça va permettre de voir s'il en manque. Le nombre de récurrences fonctionnelles, donc le nombre de fois où vous allez retrouver votre bouton. C'est très bête et méchant, vous allez compter. Et enfin, le nombre de styles différents que vous avez de votre bouton. Et la dernière colonne, ça va être vraiment pour montrer les problèmes que vous avez déjà identifiés juste dans ce travail d'identification. Alors ça, nous, on l'a fait. Alors donc vous l'avez, on l'a fait sur FigJam, qui est un board virtuel. Donc vous retrouvez à gauche une capture d'écran, puis à droite notre tableau d'identification. Donc petit zoom.
Donc on l'a fait en équipe. On s'était un peu dispatché le travail par équipe, équipe crevette et équipe sardine, je crois. J'aime beaucoup les poissons. Et donc vous avez chaque colonne. Donc on les a remplis. On a rajouté une colonne transverse. Comme on avait 2 produits, on s'est aussi posé la question, quels seraient les composants qui potentiellement pourraient être transverses? Pas dans l'implémentation, mais au moins dans la documentation et dans le design. Comme ça permet aussi tout de suite d'avoir une vision un peu plus sur les 2 projets un peu plus large. Et enfin, demandez-vous vraiment quels sont les éléments qui guident votre design system. Qu'est-ce qui fait que si vous n'avez pas ça, votre design system sera un échec? Donnez-vous des objectifs. Nous, alors par exemple, comme objectif, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire il faut que votre design system soit accessible. Alors en fait, non. Ça, ce n'est pas une option. Votre design system doit être accessible. L'accessibilité doit porter votre design system et tous vos produits sont censés être accessibles. C'est important. Du coup, nous, c'est ce qu'on a fait. On a dit l'accessibilité, déjà parce qu'on est une application publique, donc on a une obligation légale à ça. Mais même, peu importe que l'obligation ou pas, c'est une obligation aussi morale. On a aussi défini qu'il fallait qu'on soit transverse que les éléments devaient être au niveau du style, en tout cas transverse, pour que les utilisateurs, que ce soit conseillers, surtout les conseillers, ne se sentent pas totalement perdus dans les codes de l'application mobile, s'ils doivent par exemple faire des démos. Et enfin, on a décidé que notre application métier devait être responsive mobile. On se tâte à faire du mobile first d'ailleurs. Une application métier, qu'est-ce qu'on retrouve dans une application métier principalement? Est-ce que quelqu'un a une idée? Des tableaux. Des tableaux sur mobile. Vous voyez le problème. Du coup, on s'est donné ça comme objectif. On s'y arrive à peu près. Troisième étape, prioriser. Parce qu'on ne va pas tout faire d'un coup. On va prioriser sous trois prismes. Le premier, tout simplement, ça va être la fréquence par rapport à la valeur métier. Donc, vous pouvez faire un joli petit tableau comme ça. Valeur métier, c'est très simple. Posez-vous la question, est-ce que si j'enlève ce composant-là de l'application, mon utilisateur peut quand même l'utiliser? Arriver à ses fins. Très souvent, c'est le cas. Par rapport à, du coup, sa récurrence, comme on a compté dans notre tableau, c'est facile. On peut avoir un composant, du coup, qui est très important et très, très récurrent. Souvent, c'est le bouton. Deuxième chose, on avait cette fameuse colonne critique. Du coup, quels sont les éléments qui sont les plus critiques d'un point de vue utilisabilité, accessibilité et nombre de styles différents. Et ça va vous permettre de moduler le fait que vos éléments critiques, que par exemple, si vous avez l'élément le plus redondant et le plus important, il n'a pas de problème. Par exemple, c'est un bouton qui a une belle balise button, qui est totalement accessible. Vous n'avez qu'un seul style, ce qui n'est pas vrai en vrai, ça n'arrivera jamais sur vos produits. Vous pouvez du coup le déprioriser et d'abord faire en mode pompier, refactorer celui qui est le deuxième, mais qui a des vrais problèmes. Et je vous parle d'utilisabilité, qui est un espèce de gros mot. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà entendu ce mot? Est-ce que quelqu'un est capable de l'expliquer? Je ne vais pas vous demander de l'expliquer, mais il y a plus de gens qui ne connaissent pas matériel que de personnes qui comprennent l'utilisabilité. Alors, l'utilisabilité, tout simplement, moi j'appelle ça l'anti-micro-ondes. En fait, l'utilisabilité, c'est Don Norman, qui est un ergonome des années 80, qui a défini ça, c'est un américain. Il dit c'est l'aptitude d'un objet ou service à être utilisé facilement par une personne conformément à ce pourquoi il a été conçu. Modulo, l'utilisabilité aussi liée à l'usage et aux habitudes et à l'expérience des utilisateurs. En gros, pourquoi le micro-ondes? Parce qu'en fait, le micro-ondes, on est censé être sur un truc qui est assez basique de réchauffer un plat ou de décongeler. On ne sait jamais comment ça fonctionne. Dans les entreprises, généralement, il y a une notice à côté. Ma mère a le même micro-ondes depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que je lui demande de me l'allumer. On ne sait pas comment ça marche, pourtant c'est une chose qui est censée être simple. Micro-ondes, faible utilisabilité. Autre chose très importante, pourquoi avoir toujours tous les éléments qui sont exactement les mêmes fonctionnellement doivent être exactement les mêmes dans leur style? C'est parce que ça va répondre à ce qu'on appelle la loi de la similarité.
Donc on a ce qu'on appelle dans l'ergonomie la théorie de la forme, la loi de la Gestalt. Et en fait, c'est un truc tout bête qui dit que deux éléments qui sont identiques ont la même fonction et le même fonctionnement. Donc, si votre bouton A est bleu et que votre bouton B est jaune et totalement différent, votre utilisateur, mais il peut très bien pas comprendre que ça déclenche une action, pas comprendre que c'est un bouton et donc passer à côté de la fonctionnalité. Et enfin, le troisième prisme, ça va être la complexité de développement versus la complexité d'implémentation. Vous allez pouvoir, comme vous allez développer vos composants en isolation, vous pourrez peut-être le faire en 2 temps. Vous allez avoir des composants qui sont assez faciles à développer tout seul, par exemple un bouton. Par contre, qui peuvent être très complexes à implémenter parce que vous allez avoir à multiples endroits, parce que vous allez avoir des règles de validation, etc. Donc prenez ça également en compte quand vous allez du coup prioriser pour embarquer ça dans votre backlog. Et pourquoi c'est important de bien prioriser ça? Parce que souvent, c'est assez rare d'avoir des équipes dédiées et ça va vous permettre de pas que ça soit à l'encontre du développement de fonctionnalités. Et une fois que vous avez bien tout priorisé, vous allez à ce qu'on appelle ce que j'ai appelé du coup le composant ambassadeur. Du coup, ça va être l'ambassadeur de votre design system. C'est le premier qui va arriver. Et il y a Stéphanie qui m'a dit un jour, c'est lui le lanceur de paillettes de votre design system. Quatrième étape, parce qu'on parle de composants, ça va être, mais on parle surtout de documentation, ça va être de mettre en place cette fameuse documentation. Première chose, on met quoi dedans? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la documentation? Déjà, on va documenter les composants, qu'ils soient simples ou complexes. Vous allez documenter votre style, les couleurs, la typo, les espacements. Vous allez également documenter tout ce qui est lié à vos éléments de marque, donc vos logos, vos signatures, vos favicons, etc. L'iconographie, les icônes, pareil, les illustrations. Par exemple, là, vous pouvez également, je parle d'accessibilité, définir dès maintenant les alternatives textuelles de vos images. Vous allez parler également de contenu, donc tout ce qui est lié au contenu textuel, donc on va appeler le content plus largement, le ton, le tone of voice, le vocabulaire, métier que vous pouvez avoir sur vos produits, pour qu'on soit toujours parler de la même chose. Vous allez également pouvoir rajouter tout ce qui est lié à l'aide technique, savoir comment on installe telle ou telle librairie, quels sont les liens, les plugins, les trucs, plein de choses. Parler d'accessibilité, expliquer ce qu'est l'accessibilité, comment la mettre en place, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, ça, que ce soit de manière large ou au niveau de vos composants. Des différents parcours, donc tout ce qui est de la gouvernance, quand est-ce qu'on ajoute un composant, quand est-ce qu'on le fait évoluer, quand est-ce qu'on le supprime. Et enfin, ce qui est très bête, mais vous allez mettre la documentation de votre documentation. Vous allez pouvoir définir comment on documente un composant, comment on documente un élément pour que n'importe quelle personne qui va participer au design system sache comment rajouter des choses. Parce que si votre documentation est mal faite et elle n'est pas adaptée, en fait, vos utilisateurs ne vont pas s'en servir. Et on sait très bien à quel point la documentation, personne ne la lit. Donc, quand vous documentez un élément, il faut que ça soit simple, pragmatique, et évolutif, à la fois sur la documentation technique, mais également fonctionnelle, et tout simplement, il faut qu'elle soit utile. Ne faites pas des listes à la Prévert de choses qui ne serviront à rien, soyez très pragmatique. Faites-en le moins possible, mais soyez vraiment dans l'utilitaire. Une fois que vous savez que vous avez vos besoins, vous savez ce que vous allez documenter, vous allez pouvoir penser à la solution. Comme finalement n'importe quel produit, on part du besoin et après on pense à la solution, bien sûr. Donc, vous pouvez choisir un outil. Donc, déjà, vous pouvez utiliser une solution qui est dédiée, comme Zero8, Specify, Storybook. Vous pouvez aussi décider de développer un produit totalement maison que vous faites from scratch de vous-même. Alors, attention à ça, veut dire produit maison, veut dire le maintenir derrière. Et enfin, détourner, sinon, un produit qui sert à autre chose, comme le wiki de votre projet, comme un Confluence ou un Notion pour faire votre design system. En fait, il n'y a pas de limite sur ce que vous utilisez. Si vous voulez faire un Google Doc, c'est très bien aussi, tant que ça répond à vos besoins. La seule chose, il faut faire très attention, c'est avoir une vision, surtout un peu moyen terme, parce que sinon, vous risquez de devoir tout recommencer. Et documenter, ça prend du temps. Et ça a été ma seconde erreur,
quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, c'est que deuxième design system sur lequel je me suis lancée. Alors, j'ai fait ça, Sketch, c'est le logo de Sketch. J'ai commencé dans Sketch et j'ai écrit la documentation dans le wiki en Markdown dans GitLab. C'était très compliqué à maintenir et enfin, j'avais pas de vision globale du truc. Bon, comme on n'apprend jamais de ses erreurs, j'avais pas non plus embarqué mon équipe avant. Comme quoi. Et du coup, nous, sur notre projet, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, côté design, on utilise Figma, côté développement, on a Storybook, et pour centraliser tout ça, pour écrire toute la documentation, on utilise Zero8. Alors, je ne vais pas vous présenter ça aujourd'hui, mais s'il y en a certains que ça intéresse, je peux vous le remontrer après. Vous pouvez venir me voir. Une fois, ce que je disais, qu'il faut que votre design system soit adapté aux besoins de vos utilisateurs, de votre design system. Donc pour ça, il faut qu'ils puissent retrouver, qu'on cherche un élément, il faut qu'on puisse le retrouver, savoir où il est. Donc en design, en UX design, parce que c'est mon métier, on fait un atelier qui s'appelle le tri de cartes. Donc tout simplement, vous allez prendre des petites cartes, mettre le nom de vos composants, les distribuer et demander à vos utilisateurs de les ranger comme eux, ils les rangeraient. Et après que vous faites un agglomérat de tout ça, vous avez finalement une arborescence qui est alignée avec le modèle mental de vos utilisateurs. Comme ça, l'utilisateur il pourra savoir que, par exemple, le header est dans la catégorie navigation. Il le saura instinctivement. Autre chose, vous allez pouvoir mettre en place des règles de nommage. Pour ça, partez de votre composant ambassadeur pour faire ça et définissez des choses. Alors, pour définir, vous pouvez faire un petit atelier nomenclature, ça prend une petite heure, un peu moins d'une heure, et définir ensemble quelle est la langue que vous allez utiliser. Alors, on a tendance à partir facilement sur de l'anglais, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, les systèmes de l'État, eux, ils sont en français, ils ont tout nommé en français. Pouvoir définir également votre casse. Nous, on est parti sur du snake case. Et avoir des principes de hiérarchisation. Donc, vous allez pouvoir hiérarchiser sur des niveaux. Donc, on a primary, secondary, montre plus très bien level 1, 2, 3. Également sur la taille. Donc, nous, on est parti sur un principe de taille de t-shirt, S, XS, S, etc. pour la taille. Et enfin, vous allez pouvoir définir des exemples. Donc, on a d'un point de vue purement composant, on est data card. Et d'un point de vue style, c'est une size S. Ne vous souvenez plus. Et surtout, ce qui est très important, ça, documentez-le dans vos design systems, dans la doc de votre documentation, écrivez-le quelque part. C'est 4 lignes, mais au moins, ça sera bien écrit quelque part et ça fera foi. Et ce qui est très important, c'est que quand vous allez faire des changements de style dans votre nomenclature, dans votre choix de nommage, il ne faut pas que un changement de style ait un impact sur votre nommage. Si votre couleur secondaire, la secondary color, est violette, et vous décidez qu'elle passe jaune, il ne faut pas que vous soyez obligé de tout renommer. Donc pensez à ça quand vous nommez vos couleurs. Autre chose très importante, il faut vraiment que dans la nomenclature et l'architecture de vos design systems, que ce soit côté dev, design ou documentation plus globale, on ait exactement les mêmes structures et le même nommage. Comme ça, on retrouve facilement n'importe quoi et on sait, on parle toujours de la même chose. Quand je parle de button, on sait en face de moi qu'on parle de button. Quand je parle de data card, tout le monde sait on parle vraiment de la même chose. Et je ne veux pas, par exemple, parler d'une event card, parce qu'on a des event cards aussi. Et en fait, c'est vraiment ça qui est... Et c'est comme finalement tout, n'importe quel produit, si vos design systems ne répondent pas aux besoins de vos utilisateurs, mais en fait, il ne sera pas utilisé. Et tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez réalisé, ne servira à rien. Et ça, c'est très, très dommage, je trouve. Voilà. Enfin, vous allez pouvoir documenter. Donc là, vous avez un atelier composant, un template. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, vous allez partir de votre bouton. Donc là, on a un bouton bleu. À partir de ça, on sait qu'on est dans la refonte. On est sur une refonte niveau web app. On a défini qu'on est un composant purement fonctionnel. Son objectif, c'est vraiment de déclencher une action au clic et à entrer. Maintenant qu'on a à peu près l'objectif, on sait qu'on va l'appeler du coup button. On lui a un nom, il répond à son objectif. Vous allez pouvoir du coup identifier quelles seront les variations. On va avoir un primary, secondary, tertiary et qui se décline avec icône, sans icône et juste avec du texte. Puis la liste des états de manière totalement exhaustive. Donc on a enable, over,
et on définit bien que le focus, c'est toujours le comportement natif de notre composant pour l'accessibilité. Par rapport à ça, on va aussi définir ensemble l'architecture et vraiment la structure de notre composant. Donc là, pour un bouton, c'est facile, mais si c'est par exemple sur des cartes, c'est un peu plus complexe. Les éléments de style qui y sont liés, il va falloir jeter un coup d'œil. Et enfin, les spécifications techniques et fonctionnelles. Par exemple, chose bête, un lien n'est pas un bouton n'est pas un lien. Pour l'accessibilité, c'est très important. Que le bouton, il a toujours un verbe à l'infinitif et surtout, il fonctionne au clavier. La navigation au clavier, c'est important. Et un truc surtout très important, c'est que votre composant ne doit pas faire le café. Il ne fait pas tout. Posez-vous la question, évitez d'avoir des choses qui embarquent trop de responsabilités d'un coup. Découpez. Pour avoir un peu le parcours global d'un composant, votre composant, vous allez d'abord le prioriser. Puis, vous allez pouvoir le documenter, que ce soit sur la conception technique ou le design. Vous allez pouvoir du coup le développer, puis enfin l'implémenter. Et sur tout ce parcours-là, vous allez faire ce que vous allez toujours documenter. Parce que dès que vous allez faire quelque chose, vous allez apprendre et votre apprentissage, il faudra le marquer, le documenter. Et une fois implémenté, votre composant il va potentiellement évoluer. Donc tout pareil, dès que vous faites évoluer quelque chose, documentez toujours les évolutions. Et en fait, il faut faire aussi un petit warning. Au commencement, ça va être énorme, ça demande un gros travail, c'est très chronophage, parce qu'en fait, vous allez surtout résorber de la dette. Donc ça, prenez-le en compte sur l'impact que ça peut avoir sur le développement de votre produit. Enfin, là, vraiment la dernière étape, créer de l'engagement. Déjà, trouvez-lui un nom à votre design system. Ça va lui permettre d'exister par lui-même en tant que produit. Ça va permettre aussi à toute l'équipe de se l'approprier. Et qui a dit appropriation, dit aussi responsabiliser. Donc, ça sera une responsabilité globale. Donc, la responsabilité globale, c'est quand même bien pour la qualité. Et du coup, ça va également faciliter la communication et plus largement la réutilisation sur d'autres produits. Si votre design system a le nom de votre produit, par exemple, si moi j'appelle ça, c'est le design system du Sage, si on développe un autre produit pour un autre use case, en fait, instinctivement, on ne le réutilisera pas. Communiquer régulièrement. Donc, créer un canal de communication dédié, créer une adresse mail, ça va permettre de donner à la fois les informations, mais également que les gens sachent comment communiquer avec vous. Et l'important de partager l'actualité, qu'on fait des évolutions, des nouveautés, quand vous organisez des présentations. Partagez tout ce que vous faites. Du coup, nous, sur le projet, on l'a appelé Lama System. Il y a une blague derrière, je vous laisserai. Notre produit s'appelle Sage. Et du coup, dans la documentation, on a documenté du coup, qu'on avait un canal Mattermost, qu'on utilise Mattermost, qui est dédié, une adresse mail, peut nous communiquer, et les garants de chaque métier qui contacter pour la moindre chose. Donc un côté mobile, un côté web, et enfin un côté design. Enfin, du coup, vous allez pouvoir présenter aussi au reste du monde. Alors quand je dis reste du monde, c'est déjà les équipes internes, les autres équipes, par exemple, de votre entreprise. Les autres filiales, moi, c'est une chose que je commence un petit peu à présenter au sein de l'univers BetaGouv. Et enfin, à l'externe. Et en fait, ça va permettre qu'il soit utilisé par d'autres personnes qui vont elles-mêmes, après, pouvoir contribuer. Mais vous allez également pouvoir, ce qui est très important quand on parle d'un système, c'est vraiment, il y a le côté très communautaire, il y a le côté open source, il y a le côté partage. Ça va permettre, vous participer à la communauté. Comme nous, on utilise les choses de la communauté, c'est aussi important de redonner un peu ce qu'on nous donne. Donc c'est pour ça que c'est important de vous parler de votre travail, de ce que vous faites. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous aviez votre produit A qui a permis dans un premier temps d'alimenter, de créer vos design systems. Du coup, votre design system va lui-même réalimenter votre produit A. Puis, dans un deuxième temps, souvent de manière, ça peut être même très proche, un produit B qui va lui-même utiliser le design system, va pouvoir rajouter des choses, donc lui-même contribuer, parce qu'il va créer des éléments liés à ses besoins, et pareil, le produit C. Et comme ça, au bout d'un moment, vous êtes sur de la scalabilité. Par exemple, si vous êtes une entreprise où il y a 250 applications, ça peut être intéressant d'avoir ce fonctionnement-là. Je vous ai préparé une petite checklist un petit peu de ce qui reprend ce que je viens de vous dire. Donc, la première chose qui est très importante, comme quand on fait n'importe quoi,
Convaincre les gens avec lesquels on travaille. C'est très, très important. Sinon, vous allez vite vous planter, faire comme moi, 2 fois. Faites un état des lieux de votre existant. Que ça soit comprendre qui sont vos utilisateurs, quels sont vos composants. Et même ça, sans parler de design system, c'est toujours très intéressant parce qu'en fait, on a tendance à ne pas le faire souvent. Et avoir toute son application devant soi, ça permet de se rendre compte de certaines choses et c'est toujours assez intéressant. Priorisez, faites pas tout d'un coup, ça va être décourageant. Faites petit bout par petit bout. Mettez en place votre documentation. Décidez qu'est-ce que vous allez avoir dedans en termes de contenu. Quels seront vos outils. Définissez des règles de nomenclature. Définissez des parcours, des principes de hiérarchisation. Et faites vraiment des ateliers composants. Le template, si c'est intéressant, je peux vous le donner. C'est un atelier qui est assez sympa à faire. Et enfin, surtout, c'est très important, créer de l'engagement, parlez-en autour de vous, participez à la communauté. Et une fois que vous avez fait votre base de design system, généralement, vous allez avoir des boutons, des inputs, des selects, un peu de navigation. On va avoir un petit peu le socle de votre produit. Mais votre produit, lui, il va continuer à évoluer, à avoir de nouvelles fonctionnalités. Et du coup, il va avoir des nouveaux composants. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces petits nouveaux? Du coup, je vous parlais un petit peu de gouvernance. Et là, vous allez créer ce qu'on appelle des parcours composants. Donc, vous allez avoir un nouveau composant, nouveau besoin, nouveau composant qui va arriver. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des schémas qui sont beaucoup plus complexes, il y a des schémas qui sont beaucoup plus simples. C'est vraiment à vous suivant vos besoins. Nous, ce qu'on se posait sur un projet, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que notre nouveau composant l'utilise 3 fois ou plus? Alors si oui, pas de souci, notre composant il est utile, il est testé, on a pérennisé un peu son usage. On va pouvoir créer un nouveau composant, donc le concevoir, le documenter, le développer en isolation, l'implémenter, ça prend du temps. Et sinon, on va utiliser soit un composant de notre bibliothèque qui est plus ou moins le même, mais pas exactement, soit utiliser celui d'une bibliothèque externe, parce qu'on peut décider de vivre avec 2 bibliothèques externes, par exemple Material, à côté, et ça va permettre de tester. Vous allez pouvoir tester l'usage, tester auprès d'utilisateurs, développer peut-être un petit peu plus vite, et pouvoir valider et pérenniser l'usage de votre composant avant de vous lancer dans sa création et dans son ajout à la librairie. Et une fois qu'on a 1, 2, 3 et qu'on est vraiment sûr que oui, on va vraiment le garder, ça vaut le coup de faire de l'effort à le créer, on va à ce moment-là créer un nouveau composant et refactorer. Et on peut très bien aussi se rendre compte qu'en fait, notre composant n'en a pas besoin. Ou alors que le composant qui faisait presque la même chose, en fait, il fonctionne totalement et ça suffit largement. Donc vraiment. Et moi, vraiment, le message que je voulais vous passer aujourd'hui, et finalement, je pense que c'est valable sur n'importe quoi, qu'en fait, quand vous lancez dans un design system, ne faites que ce qui est nécessaire. C'est très important. Et surtout, ne prenez jamais d'avance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Du coup, si vous avez des questions. Sur comment... Alors, en fait, c'est aussi... Alors, par exemple, ce qui est super important, c'est la nomenclature. Faire évoluer, si votre design system est correctement... Tous les éléments sont correctement nommés, tout de suite, faire des évolutions UI, c'est beaucoup moins impactant. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, ça va vraiment peut-être de repartir sur faire un état des lieux et vérifier qu'est-ce qui est important. En fait, faire ce travail refaire le travail d'identification, reboucler. Et comme ça, vous allez voir, est-ce qu'il y a des éléments que vous avez qui sont inutiles. Peut-être que vous allez même avoir des éléments que vous allez pouvoir merger. C'est des choses qui peuvent arriver, qu'on a des fois tendance à redévelopper les choses parce qu'on ne les trouve pas ou parce qu'on a décidé un matin en se réveillant que c'était vachement bien. C'est pas vrai. Pareil. Donc voilà, repartir finalement, peut-être refaire ce travail au début d'identification et tout simplement remettre tout à plat
et voir. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Là. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est à ce moment-là. Ça, c'est vraiment le moment central. Ah, pardon. La question, c'était comment faire pour que les designers et développeurs créent des composants où on est aligné, c'est ça? Donc, je disais, vraiment, ces ateliers-là, c'est le moment. En fait, en tant que designer, on va peut-être avec un bout de maquette, mais il ne faut pas être trop en avance, et même un bout de wireframe, mais juste un besoin. Et ensemble, vous allez pouvoir vraiment définir, notamment à ce moment-là, et faire en fait du pair programming et faire du pair design. Faire du pair programming, moi je le fais en tant que designeuse. Je m'assois plus trop à côté parce qu'on est tous en remote, mais en tant que designer, on peut faire du pair programming, on peut comprendre ce que c'est de l'HTML, du CSS, et c'est vraiment souvent des problématiques de communication. Et c'est vraiment très bête, et moi c'est ce que je conseille de faire. Oui, ça, à aucun moment je travaille toute seule. En fait, si un design system, vous n'avez pas de développeur, vous n'avez pas de design system, vous avez un UI kit et ça ne sert à rien, globalement. Parce qu'à Nouvel An, on n'a jamais mis une maquette en prod. Ou alors, si quelqu'un a fait ça, qui se dénonce. Mais voilà. Oui. Alors, du coup, la question, c'était pour tout ce qui est les animations, les interactions, est-ce que c'est au développeur de le faire du même des propositions? Alors, c'est la même chose. Moi, des fois, en tant que designer, je peux avoir une idée. Ce que je vais faire, c'est que soit j'essaye d'expliquer, soit je peux trouver des exemples sur telle ou telle librairie, voilà. J'ai 2-3 vite fait petites micro-compétences en CSS, ce qui permet un petit peu des fois dans CodePen de faire des trucs. Mais en fait, simplement, pareil, par programming, on le fait ensemble parce qu'on a... Il y a des designers, par exemple, qui vont utiliser des outils de prototypage assez avancés pour faire ça. Moi, j'en suis incapable, c'est pas mon métier. Je sais pas faire. Et donc, je préfère vraiment me dire, les développeurs, je m'assois à côté, puis on fait ensemble. Devant. Oui. Alors, c'est les questions autour du versionning. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du versionning, notamment quand il y a plusieurs composants, que plusieurs produits et plusieurs utilisateurs, pour éviter que notamment tout casse. Alors déjà, quand on fait du versionning, on n'oblige pas ces utilisateurs à faire l'évolution. Il faut faire en tout état de cause décider. Ça va dépendre aussi de, par exemple, on a un cas assez simple. Finalement, on a deux applications sur 2 technos qu'on maîtrise totalement. Par exemple, vous avez, je sais pas, le design system de Decathlon, ils ont à peu près autant de techno qu'il y a autant de produits. Donc ça va vraiment aussi dépendre de quels sont vos schémas de gouvernance, à quel moment on décide de faire une bascule. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites souvent autant on peut avoir des micro-évolutions, autant on peut avoir des évolutions très importantes, et du coup, il faut aussi avoir une rupture avec les utilisateurs. Donc c'est aussi à prendre en compte, comme pour n'importe quelle mise à jour. Je ne sais pas si ça répond à ta question. On peut en reparler. Et du coup, il y avait une... Oui. Alors du coup, la question, c'était comment faire pour faire
pour faire un basculement d'un design système A à un design système B ou totalement changer pour éviter un effet tunnel. C'est ça? Comment éviter l'effet tunnel? Du coup, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est... alors déjà, en fait, c'est comme pour n'importe quel produit quand on fait une refonte. Par exemple, récemment, par exemple, l'application Oui SNCF, ils ont fait un gros Big Bang. Donc, eux, je pense qu'ils ont eu un très gros effet tunnel. Est-ce qu'on a derrière? Les refontes, c'est toujours casse-gueule. Donc, globalement, vous allez risquer de changer les habitudes de vos utilisateurs. Donc, par exemple, vous pouvez tout simplement, avec beaucoup de guillemets, commencer par faire évoluer, par exemple, vos couleurs. Vous changez les couleurs partout. Déjà, vous allez après, du coup, si vous changez la couleur, si la forme de votre bouton change, ça sera assez indolore, ça ne devrait pas trop se voir. Après, c'est vraiment des choix à faire, à voir à quel point c'est différent. Est-ce que ça va impacter plusieurs produits? Est-ce que ça impacte qu'un seul produit? Moi, j'ai ce cas-là, on va changer une grosse partie des parcours, même des fonctionnalités. Donc, on va petit bout par petit bout. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de tests utilisateurs pour vraiment valider et habituer nos utilisateurs. Il y a une autre question, il reste 1 minute. Non. Ah non, c'est fini. Je m'étais dit, le temps avait... en fait, le temps avait... Voilà. Bon, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à faire des feedbacks sur l'application. Paraît-il qu'on peut en faire, et à tout le monde, c'est très important comme speaker. Merci beaucoup.